Rebonjour tout le monde, bonjour Aude, que je vois pour la première fois en vrai. Ravie. On va reprendre avec une communication d'Aude sur communication avec les patients et qualité de vie. Puis Madame Délice pour NPACO. Pour des raisons logistiques, on est obligé de rendre l'antenne, si j'ose dire, à 17h. Donc on terminera à 17h au lieu de 17h15. Mais on aura largement le temps d'échanger. Aude, à toi la parole. D'accord, donc je vais vous partager mon écran. Donc avant tout, je disais, je tenais à remercier les organisateurs pour m'avoir invité à présenter au cours de cette journée les avancées menées en sciences humaines et sociales. Donc cette présentation porte sur l'amélioration de la communication et de la qualité de vie. Je vais notamment vous parler de la communication avec les oncologues, mais on va pouvoir aussi l'englober plus généralement dans la communication qui peut avoir lieu avec les différents professionnels de santé. Donc, au cours d'une consultation, les diapos ne passent pas. Donc, au cours d'une consultation que vous allez avoir avec les oncologues notamment, il va y avoir différents enjeux qui vont se jouer. De votre côté, vous allez surtout vous demander quelles sont les informations que vous allez chercher à avoir, quand le faire et comment y parvenir en fonction de vos attentes du moment. Alors que du côté des oncologues, ils vont avoir un grand nombre d'informations à vous fournir et ils vont se demander quoi vous dire, à quel moment le faire et comment y parvenir en fonction de ce qu'ils perçoivent de vos attentes et de vos besoins. Depuis de nombreuses années, nous savons que l'amélioration de la communication est un aspect essentiel dans les soins du cancer. Dans les réponses que vous avez faites au questionnaire en rapport avec cette journée, certains d'entre vous ont abordé la thématique des annonces et plus particulièrement de l'annonce du diagnostic et du traitement. Donc, dans la littérature scientifique, ces annonces apparaissent sous le terme d'annonce de mauvaises nouvelles, pouvant être définies comme toute nouvelle qui modifie radicalement et négativement la vision que le patient a de son avenir. Ainsi, lors de la communication entre les patients et les médecins d'annonce de mauvaises nouvelles, il y apparaît 3 éléments clés qui sont l'évaluation des attitudes, des souhaits et des besoins du patient par l'oncologue afin de s'adapter, aussi le fait de réaliser un équilibre sur les éléments à communiquer entre en dire trop et pas assez, et enfin gérer les aspects émotionnels. Dans une méta-analyse, les études ont montré que pour vous, les patients, ce qui apparaît le plus important lors du moment de l'annonce de mauvaises nouvelles, c'est que les oncologues perçoivent avec précision vos sentiments. Dans une étude française, 34% des patients trouvent que l'information fournie au moment du diagnostic était tout à fait adéquate. Si on reste sur ce chiffre, cela veut dire que 66% n'étaient pas tout à fait satisfaits. Et dans cette présentation, on va voir comment essayer d'améliorer la communication entre vous et votre médecin. Donc, tout d'abord, il est à noter que la prise de décision médicale est passée d'un modèle paternaliste à un modèle centré sur le patient. Dans le modèle paternaliste, le clinicien occupait la position dominante et le patient, en fait, était coopéré avec celui-ci. Et du coup, la responsabilité était mise sur le dos du clinicien. Depuis, la communication est passée vers une communication centrée sur le patient où, en fait, du coup, on va essayer de prendre en compte les préférences, les besoins et les valeurs des patients. C'est ce qui est en ce moment, du coup, la norme d'excellence en matière de communication clinique. Cette communication centrée sur le patient a 6 fonctions essentielles. C'est de favoriser la relation soignant-soigné, échanger des informations, répondre aux émotions, gérer l'incertitude, prendre des décisions et permettre l'autogestion des soins par le patient. Cette prise de décision partagée évite de mettre de placer trop de responsabilités entre les mains des médecins et aussi de mettre trop de responsabilités sur les patients. Une étude portant sur les consultations dans le cadre de décisions de traitement a montré que les patients qui étaient aussi actifs que souhaité lors de la consultation étaient les plus satisfaits par rapport aux moins actifs que souhaités. À partir de là, nous pouvons nous questionner sur les différentes thématiques pouvant être abordées lors des consultations oncologiques. Donc ainsi, la communication avec les cliniciens peut avoir un impact sur votre prise de décision.
Les patients bien informés prennent souvent des décisions différentes en matière de soins médicaux par rapport aux patients moins bien informés. À titre d'exemple, le souhait des patients d'accepter un traitement par chimiothérapie dépend en partie de la compréhension qu'ils ont de pouvoir avoir une guérison avec un tel traitement. Mais la communication peut également porter sur votre adaptation psychosociale. On s'est aperçu que les patients les plus informés étaient ceux qui avaient une moindre détérioration de la détresse psychologique et une meilleure qualité de vie. La communication peut aussi porter sur l'adhésion au traitement et permettre de favoriser un rétablissement plus rapide et aussi sur la satisfaction des soins où elle va tenter d'améliorer certains symptômes, notamment la douleur. Exposés de cette manière, ces éléments paraissent faciles à aborder, c'est sans compter sur une variable essentielle qui est au cœur de cette communication, l'incertitude. Donc, l'incertitude médicale est un problème important et la pandémie que l'on rencontre en ce moment l'a placée au centre de notre conscience à tous. Elle engendre à grande échelle des perceptions d'insécurité, des sentiments d'inquiétude et du coup des difficultés pour prendre des décisions. Les chercheurs, les cliniciens, les professionnels de la santé publique et les responsables gouvernementaux ont eu du mal à discuter autour de cette incertitude. En oncologie, l'incertitude médicale peut se porter sur le pronostic, les causes et les options de traitement. Celle-ci est d'autant plus présente dans le cadre du mélanome uvéal, qui est un cancer rare, avec environ 500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. Concrètement, lorsque vous allez en consultation avec votre oncologue, vous pouvez être amené à lui demander certaines questions, comme combien de temps va durer ce traitement, ou alors, parmi la liste des effets secondaires, est-ce que je vais être fatigué? Pour ces différents questionnements, il va essayer de communiquer avec vous autour de cette incertitude. Si on reprend la question combien de temps va durer ce traitement, l'oncologue ne peut pas y apporter de réponse précise. Les données dont il peut disposer, ce sont celles issues des études menées auprès d'un grand nombre de patients et qui vont lui fournir du coup des éléments statistiques, comme on peut voir avec la courbe qui s'appelle courbe de Gauss et qui montre en fait la répartition des différents patients participants. Et on peut voir que la majorité, du coup, se situe autour de la moyenne. Ainsi, l'oncologue va peut-être connaître dans laquelle ce traitement est efficace, mais c'est une simple donnée. Ce qu'il a également à l'esprit, ce sont les extrêmes, c'est-à-dire que pour un patient, ce traitement va peut-être durer 1 mois, alors que pour un autre, il va pouvoir durer jusqu'à 5 ans. Lorsque vous questionnez votre oncologue pour savoir dans quelle mesure ces résultats s'appliquent à vous, ce sont tous ces éléments-là qu'il a en tête. L'incertitude autour des statistiques peut être aléatoire et implique la prise en compte de probabilités connues, mais elle peut également être épistémique et apparaître lorsqu'il est impossible de calculer des probabilités en raison d'informations insuffisantes ou évolutives, ce qui peut être le cas pour la décision thérapeutique lorsqu'un nouveau traitement prometteur est introduit avant que l'on en connaisse l'ensemble des effets bénéfiques ou nocifs. Donc, cette incertitude médicale provoque des réponses défensives à la fois de la part des cliniciens, mais également des patients. Du côté des cliniciens, cette incertitude peut vous être présentée comme une bonne nouvelle car elle laisse beaucoup plus de possibilités. Mais certains aussi peuvent éviter d'en discuter par crainte de perdre votre confiance. Les patients peuvent avoir du mal à tolérer l'incertitude et ils peuvent éprouver des ressentis négatifs comme de l'angoisse ou de l'anxiété, notamment lorsqu'un clinicien vous assure qu'il n'est pas en mesure de répondre à votre question à l'heure actuelle ou alors que la réponse apportée n'est pas totalement sûre. Il est important de l'évoquer parce que l'incertitude est inhérente à cette situation. Le fait de pouvoir la partager a un impact sur la relation soignant-soigné et elle peut également permettre de la renforcer. Le fait pour un médecin de dire « on ne sait pas » n'est pas forcément un frein. À partir de là, on peut se questionner sur la manière de communiquer autour de l'incertitude, sur qu'est-ce qu'une communication idéale. Et en fait, autant de questions où il n'existe pas de réponse unanime, tant cela dépend de chacun. Il est donc important pour vous que vous puissiez adapter votre communication à vos besoins. Dans la majeure partie du temps, vous allez chercher des informations concernant votre diagnostic, vos options thérapeutiques et votre pronostic. Cependant,
tous les patients n'ont pas les mêmes attentes et nous pouvons prendre pour exemple la fluctuation que certains d'entre vous peuvent connaître sur le souhait concernant le pronostic de leur maladie. En effet, vos besoins d'information peuvent changer au fur et à mesure de votre prise en charge. Ainsi, pour 3 études différentes, on peut arriver à 3 conclusions différentes. Une étude montre que 85% des patients souhaitent obtenir le plus de détails possible sur leur pronostic. Mais dans un même temps, une autre étude montre que 45% ne souhaitent pas avoir une telle estimation, ou encore une autre étude qui montre que pour 43% des patients, les médecins devraient attendre avant de fournir de telles informations. Suite à un tel constat, en fait, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de manière unanime de procéder et donc les patients et les cliniciens peuvent temporiser ou différer les discussions à propos de tels sujets. Donc récemment, des chercheurs ont questionné les patients sur leur souhait d'obtenir des informations sur le pronostic et surtout sur pourquoi ils ne souhaitaient pas obtenir des informations sur le pronostic. Les réponses qui ont été apportées, c'est que ce n'était pas le bon moment, que chaque personne est différente ou alors qu'ils préféraient se centrer sur la situation actuelle. Et du côté des cliniciens, les réponses qui étaient apportées, c'était toujours de renvoyer soit les patients au prochain examen, soit d'évoquer l'impossibilité pour eux d'établir un pronostic au niveau individuel. Donc, du côté des patients, il existe plusieurs obstacles venant altérer cette communication. Il se peut que vous en ayez vous-même rencontré quelques-uns. Il s'agira essentiellement d'oublier de poser des questions ou alors de ne pas savoir lesquelles poser, ou encore ne pas savoir comment formuler vos questions. Vous pouvez craindre d'ennuyer ou de prendre trop de temps à un médecin que vous considérez comme trop occupé. Vous pouvez avoir peur de la maladie et des réponses qui pourraient vous être apportées. Vous pouvez avoir peur aussi de paraître ignorant et du coup, vous ne vous sentez pas légitime pour vous exprimer. Vous êtes convaincu que le médecin vous dira tout ce qu'il y a à savoir. Et enfin, au cours des consultations, vous pouvez expérimenter des émotions négatives telles que de la peur ou de la colère ou alors des mécanismes de défense psychologique tels que la sidération. Donc, au cours de cette communication, vous devez également prendre en compte les attentes que vous avez envers les oncologues. Il a été montré que les comportements porteurs d'espoir sont que les médecins offrent le traitement le plus récent, qui paraissent connaître tout ce qu'il y a à savoir sur votre pathologie et qui vous assurent que la douleur sera contrôlée. En pratique, les patients semblent attendre une communication honnête, empathique, opportune et efficace, qui se traduit par des échanges lors desquels les médecins sont jugés comme compétents, rassurants, mais aussi attentifs et répondant aux émotions. Ces divers éléments paraissent nécessaires pour faciliter la prise de décision médicale et promouvoir une gestion optimale des symptômes. Par ailleurs, les médecins expriment également des difficultés dans cette communication, notamment sur le fait de déterminer la quantité d'informations à fournir et à vous adapter. Donc, il peut y avoir des difficultés à appréhender ce que vous souhaitez savoir de la maladie et des traitements. Il peut supposer que oui, si vous souhaitez vraiment avoir une information, vous lui poserez la question. Il peut également, des fois, percevoir l'ambivalence quant à votre souhait d'information et douter de l'utilité de vous transmettre une information qui peut venir vous submerger par l'émotion. Il peut aussi avoir des difficultés à trouver l'équilibre entre le devoir d'information sur la maladie et les traitements et la volonté de maintenir l'espoir pour vous et pour vos proches. Et il peut avoir des difficultés à divulguer l'incertitude sans augmenter l'anxiété, réduire la confiance et détruire l'espoir ou les relations thérapeutiques. Voilà. Donc, pour résumer, une incompréhension majeure marque la communication. Donc, vous pensez que le médecin vous donnera toutes les informations importantes sans que vous n'ayez à poser de questions, alors que de son côté, il pense que si vous souhaitez vraiment une information, vous lui poserez la question. Ainsi, les oncologues vont avoir de multiples dilemmes qui vont se lever au moment de la communication, à savoir le type d'estimation à fournir, la manière de formuler le message, tout en intégrant l'incertitude et en personnalisant les estimations en fonction de vos propres besoins. Étant donné la diversité des réponses, des approches individualisées semblent nécessaires pour adapter le contenu des consultations et on va voir maintenant ensemble comment tenter d'améliorer cette communication. Merci. Donc, les problèmes de communication entre les patients et les médecins
obstacle à la qualité des soins. Afin d'y remédier, de nombreux chercheurs et cliniciens ont développé un certain nombre de stratégies à destination des patients, telles que des aides à la décision médicale ou des formations à la communication. Il existe également des formations à la communication pour les médecins. Ainsi, ces outils visent à obtenir des informations personnalisées sur la maladie, le traitement ou les soins. En plus de tenter d'améliorer la communication, ces outils ont un autre objectif. En effet, 40 à 80% des informations que l'oncologue vous transmet lors des consultations ne sont pas mémorisées et plus de la moitié sont rappelées de manière incorrecte. En cause, la trop grande quantité d'informations qui limite la capacité à recevoir l'information, la traiter et la mémoriser. Donc, cette utilisation de certaines interventions ou de certains outils va également tenter d'augmenter ce rappel. Les différents dispositifs que je vais vous évoquer dans cette partie ont été mis en place dans le cadre de recherche. Il ne s'agit pas de possibilités offertes de manière systématique. Merci. Donc, on peut avoir des outils de différentes natures, mais qui peuvent être aussi utilisés de manière complémentaire. Parmi eux, on peut citer les brochures informatives ou les flyers qui peuvent contenir des informations spécifiques, par exemple des fiches sur les traitements anticancéreux. Certaines peuvent vous être fournies par l'institution et vous pouvez également en trouver sur Internet. Vous avez également un enregistrement audio de la consultation qui permet de reprendre et de repérer les informations pas claires. Il a été prouvé que ce type d'intervention triplait la probabilité de discuter du pronostic et également augmentait la confiance des patients et la réactivité des oncologues aux émotions des patients. On peut mettre en place aussi une intervention de coaching ou une intervention d'éducation. Cet accompagnement individualisé vise à aider à identifier les priorités, les préférences et les objectifs dans la gestion de la maladie et peut permettre d'aborder certains thèmes pas forcément abordés en consultation, notamment la douleur. Merci. Vous avez également les mesures au questionnaire que vous pouvez remplir qui vont permettre d'être en étant communiquées aux cliniciens, qui vont lui permettre d'orienter les soins et de contrôler leur qualité. Il a été montré dans certaines études que l'utilisation de telles mesures augmentait l'utilisation des soins de support. Dans le mélanome uvéal, les mesures que l'on va le plus souvent récolter portent sur l'anxiété, la dépression, les symptômes visuels, l'altération de la fonction visuelle, l'inquiétude concernant la récidive du cancer et la qualité de vie. Et enfin, vous allez avoir les listes de questions. Donc, avant la visite avec l'oncologue, on va encourager le patient à poser lui-même ses propres questions. Et ce type d'encouragement a montré qu'il y avait une augmentation du nombre de questions posées. Donc, évidemment, cette liste d'outils est non exhaustive. Dans tous les cas, il semblerait que la nécessité de poser des questions soit mise en avant, car cela permet une meilleure satisfaction vis-à-vis de la prise en charge et une meilleure adhésion au traitement. Donc, nous allons maintenant voir plus en détail un outil en particulier qui est la liste de questions incitatives ou en anglais QPL, qui correspond à une liste de questions structurées que vous pouvez être amené à vous poser lors ou à la suite des consultations. Donc, le but, ça va être que vous puissiez marquer les questions qui vous intéressent pour pouvoir les poser à l'oncologue lors de la consultation suivante. Donc, ici, nous avons pris l'exemple des thèmes élaborés par le docteur Bullock et ses équipes au sein de l'Institut Curie. Donc, elles comportent plusieurs thématiques, les traitements anticancéreux, la gestion des symptômes et le mode de vie et la qualité de vie. Cette liste va tenter de légitimer les questions que vous pouvez vous poser et aussi peut-être va être susceptible d'entraîner des nouvelles. L'objectif donc n'est pas pour vous de poser toutes des questions, mais que vous puissiez préparer en amont votre consultation en réfléchissant et en planifiant les questions que vous souhaitez poser. Cette intervention entraîne une amélioration de la prise en charge et permet au médecin d'adapter l'information qu'il vous délivre en se centrant sur vos attentes et sur votre qualité de vie. Donc, dans la littérature, de telles listes sont connues pour modifier les sujets habituellement discutés. Les patients peuvent alors déplacer le centre d'intérêt sur la consultation sur des informations qu'ils recherchent en posant des questions spécifiques. Il a été montré qu'elle améliorait l'apport d'informations sur des sujets sensibles. Notamment, elle augmente le nombre de questions posées sur le pronostic de la maladie. Elle améliore également la compréhension et elle permet aux patients d'être plus autonomes, notamment sur leur traitement médical.
Et aussi, ces listes augmentent le nombre de questions posées sans augmenter la durée de la consultation, ce qui est une variable essentielle à prendre en compte dans les consultations oncologiques. Donc, pour aller plus loin, nous pouvons revenir sur l'exemple de la recherche mise en place par le docteur Bouilloc, et pour laquelle 67% des patients ont lu toutes les sections du livret QPL, 24% l'ont lu partiellement et 9% ne l'ont pas lu. Donc, en moyenne, entre l'inclusion dans l'étude et la consultation suivante, les patients ont lu le livret 2 fois et parmi eux, 80% en ont reconnu l'utilité dans la communication avec leur médecin et 90% l'ont trouvé facile à comprendre. Cette étude a montré aussi qu'il n'y avait aucun impact négatif sur la qualité de vie ou des symptômes psychologiques, et ce qui peut être dû à une sensation de mieux maîtriser la situation. Pour revenir sur les variables psychologiques, il semblerait que l'anxiété des patients diminue à long terme, bien qu'elle puisse légèrement augmenter lors ou à la suite de la consultation. Cela peut s'expliquer par des informations qui sont échangées et qui peuvent toucher des sujets plus sensibles ou en tout cas plus importants pour vous. Donc, en résumé, l'apport de tels outils et interventions permet pour les patients d'être encouragés à poser plus de questions, en particulier sur des sujets sensibles tels que le diagnostic ou le pronostic. La qualité des informations échangées entre les patients et les médecins a été améliorée et les résultats pour les patients ont également été améliorés avec notamment un meilleur rappel des informations et une réduction du niveau d'anxiété. Il est nécessaire que cette liste soit discutée et approuvée par les médecins pour que vous vous sentiez plus à l'aise pour les évoquer au moment de la consultation, notamment parce qu'il s'agit de problématiques importantes pour vous. Il est important d'avoir à l'esprit que de tels outils ne cherchent pas à se substituer à la compréhension que le médecin a de vos attentes ou de vos envies, mais le fait de les utiliser à certains moments de la prise en charge peut me permettre d'améliorer les échanges et de faciliter la communication en prenant en compte vos propres attentes et besoins. Donc, ces listes de questions ont été développées dans différentes pathologies et à différents moments car elles doivent être adaptées aux problématiques rencontrées. Dans le cadre du mélanome uvéal métastatique, une étude est en cours afin d'adapter un livret QPL spécifique à cette pathologie et dans une temporalité particulière qui est celle de l'instauration d'une nouvelle ligne de traitement. Merci. Donc, il s'agit de l'étude Hector qui se déroule sur le site Curie Paris et elle s'inscrit dans le cadre du CIRIC, qui est le site de recherche intégré sur le cancer. L'investigatrice principale est la docteure Sylvie Dolbeau et nous sommes 3 investigatrices coordinatrices, Anne Brédard, Joanna Terrasson en charge de la partie pédiatrie et moi-même en charge de la partie adulte. Donc, en pratique, nous nous intéressons à la communication entre les patients et les médecins lors de l'instauration d'une nouvelle ligne de traitement. L'objectif principal de cette recherche est de développer un outil de type QPL et on va pour cela essayer d'identifier les enjeux à cette communication, c'est-à-dire le besoin des patients, et souligner les éventuels obstacles et leviers à cette communication. Amber, merci. Donc, il s'agit d'une recherche exploratoire pour laquelle il n'existe pas d'hypothèse spécifique. Comme expliqué tout à l'heure, elle a également été validée par un comité d'éthique, qui est le comité de protection des personnes. Donc, cette recherche a lieu en population adulte, avec notamment une cohorte en scénologie, mais également en oncologie oculaire, et elle a également une cohorte en pédiatrie. Au total, nous avons prévu de recruter 40 participants pour chacune des cohortes, et la durée globale de l'étude est de 24 mois. Merci. Donc, l'étude Hector repose sur une méthode mixte basée à la fois sur des questionnaires et des entretiens semi-directifs qui donnent à cette recherche un aspect quantitatif et qualitatif. Le protocole est composé de 5 questionnaires qui mesurent les stratégies d'adaptation, les besoins en soins de support, l'anxiété et la dépression, la perception du pronostic et du traitement et les informations reçues. Pour certains des patients, il a également été proposé un entretien semi-directif lors duquel nous sommes revenus sur le besoin d'information, la décision thérapeutique, le vécu émotionnel et la communication avec l'oncologue. Les entretiens ont été menés jusqu'à saturation des données, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait aucune thématique nouvelle qui apparaissait au cours des entretiens et le recrutement de la moitié des participants ont permis d'atteindre cette saturation. Donc, on a 20 participants qui ont réalisé les entretiens semi-directifs.
Ainsi, si on reprend les questions du début, sur lesquelles vous pouvez être amené à vous questionner, à la question «Quoi demander?» au cours de l'entretien, nous avons interrogé, les participants sur les éléments qui étaient importants pour eux à connaître dans le choix thérapeutique. Pour le moment auquel le demander, nous avons voulu savoir si, en fait, ils souhaitaient davantage ou moins d'informations par rapport à d'autres moments de leur prise en charge. Et pour la question «Comment demander?» où ils doivent être prêts à poser la question, nous les avons, questionnés sur le fait qu'ils avaient déjà ou non posé des questions à leur oncologue. Merci. Donc ainsi, nous souhaitons aboutir à un QPL spécifique au mélanome uvéal métastatique à un moment particulier qui est celui de l'instauration d'une nouvelle ligne de traitement. Ainsi, si nous reprenons, les réponses que vous avez fournies en amont de cette journée, mais également les données issues des questionnaires et des entretiens, de Hector, on pourrait envisager des thématiques au QPL et celle qui ressort, en particulier lors de l'instauration d'une nouvelle ligne est sans surprise celle des traitements et des effets secondaires. On pourrait ainsi faire apparaître des questions de type: «Quelle est la durée de ce traitement? Quels sont les effets secondaires de ce traitement? Est-ce que d'autres traitements sont possibles?» Mais aussi, pour reprendre une question formulée par l'un d'entre vous, quel est l'objectif de ce traitement? Est-ce la guérison, la diminution ou la stabilité de la tumeur? Les QPL permettent également de pouvoir communiquer sur d'autres thèmes qui ne sont pas forcément abordés et qui peuvent être importants pour vous, comme la qualité de vie. Et on pourrait faire apparaître une question qui pourrait, de type: «Est-ce qu'il existe un mode de vie à adopter en termes de sport ou de régime alimentaire pour mettre toutes les chances de mon côté?» Merci. Donc pour terminer cette présentation, l'un des points que vous avez également évoqué dans les retours questionnaires sur cette journée est de comment vivre avec cette maladie et aussi comment Curie accompagne. Donc tout d'abord, vous avez l'unité de psycho-oncologie. Sachez que sur le plan clinique, tout patient atteint de cancer peut demander un rendez-vous pas avec un ou une psychologue ou psychiatre afin d'évoquer du coup les répercussions de la maladie et d'entamer un suivi psycho-oncologique. Je vous ai mis les coordonnées de notre secrétaire auprès de laquelle vous pouvez prendre rendez-vous avec un des membres de l'équipe. Pour les personnes n'ayant pas l'occasion de se déplacer sur le site de Paris, les téléconsultations sont possibles. Vous avez également des recherches qui sont mises en place et nous pouvons évoquer parmi elles Early Together, dont l'investigatrice principale est la docteure Piper Neumann et qui va évaluer si l'intégration précoce des soins de support améliore l'accompagnement des patients atteints de mélanome uvéal métastatique. Mais vous avez également l'étude Hector pour laquelle je tiens une nouvelle fois à remercier ceux qui parmi vous ont participé. Donc, nous avons également sur Curie une unité transversale d'éducation thérapeutique qui propose différents ateliers, notamment autour de la douleur, de la nutrition, de la communication, mais également du retour à l'emploi. Donc, si on reste sur cette présentation qui porte sur la communication, des ateliers sont proposés sur le parler de sa maladie, demander de l'aide, faire face au changement ou alors préparer sa communication, sa consultation médicale. En ce moment, l'ensemble des ateliers sont faits par Teams. Donc, je vous ai mis l'adresse mail si jamais vous souhaitez obtenir plus de renseignements vis-à-vis de ces ateliers ou alors vous inscrire à l'un d'entre eux. Sur le site de Curie Paris, vous avez également un espace rencontre information qui est un lieu d'accueil, de soutien et d'écoute et qui propose également des journées d'information thématiques. Donc, des personnes vont pouvoir vous mettre en lien avec les différents professionnels de santé, associations et soins de support présents partout en France. Cet espace permet de faire le lien du coup entre l'hôpital et la ville et actuellement, les rencontres se font sur rendez-vous en présentiel ou alors par Teams. Et enfin, ce qui me permet de faire le lien avec la présentation suivante, vous avez les associations de patients dont je laisse soin à Madame Delis de vous présenter l'une d'entre elles. Merci pour votre attention et je suis prête pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la communication d'Aude? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous étiez au courant que nous travaillons sur ces axes? Est-ce que ça vous paraît important, intéressant? Est-ce que vous avez des suggestions? Ça y est. Ce que je viens d'entendre résume en définitive une demande
que j'avais faite l'année dernière concernant les patients qui souhaitaient avoir plus d'informations au niveau de leur maladie. Disons que le seul point sur lequel je reviendrai, c'est qu'en définitif, les malades, les patients qui sont atteints du mélanome uvéole ne connaissent pas cette maladie. Et ils disent facilement que c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Donc, il me semble difficile, à partir du moment où on ne fera pas plus d'informations, plus de prévention sur cette maladie, que les patients qui ont le ciel qui leur tombe sur la tête puissent poser des questions, disons, sur le long terme de leur maladie, sur comment ça va se faire, etc. Je pense qu'il faut les apprivoiser pour qu'ils arrivent à manifester leurs questions et en fait formaliser également leur attente. Merci. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'une thématique que j'ai rapidement abordée, c'est vraiment le temps de la consultation et aussi la fréquence des consultations qui ne sont pas notamment régulières et qui ne permettent pas forcément d'avoir une relation optimale avec les personnes qui prennent soin de vous. Et du coup, c'est vrai que c'est juste un exemple des outils qui pourraient être utilisés pour tenter d'individualiser la prise en charge de manière plus rapide et à se centrer vraiment sur les besoins des patients. Mais je suis bien consciente que c'est... Oui. Merci. Pascal Mariani. Bonjour à tous, merci Aude de votre présentation. Je voulais aborder un point qui n'a pas du tout été abordé dans votre présentation et qui peut poser des problèmes à des médecins qui consultent. Moi, je suis chirurgien, mais peu importe, ça peut être aussi le cas d'un oncologue à l'Institut Curie ou d'un radiothérapeute. C'est l'accompagnant qui est avec le patient et qui peut parfois poser des questions en total décalage avec ce que le patient demande. Et donc, on peut se retrouver à répondre à des questions parce qu'on ne peut pas ne pas répondre à quelqu'un qui vous pose une question. Donc, on répond finalement à l'accompagnant alors que le patient lui-même ne vous pose pas cette question. Alors, pour des questions de savoir s'il faut venir avec un pyjama ou une chemise de nuit à l'Institut Curie, ça va. Mais quand on commence à aborder des thématiques, notamment sur le pronostic, je trouve que c'est quelque chose auquel on n'est d'abord pas bien préparé et moi, je n'ai toujours pas de réponse finalement pour savoir finalement quelle attitude il faut avoir dans ce cas. Donc, est-ce que vous avez des éléments dans la littérature qui pourraient être aidants? Mais en fait, comme les études sur les souhaits et la fluctuation du souhait de pronostic, selon les études, vous aurez des conclusions différentes, tellement cette question est complexe et on ne peut pas forcément y répondre parce qu'il n'y a pas de manière parfaite d'y répondre. Et je comprends tout à fait, du coup, cette difficulté-là qui persiste. Il est vrai que du coup, dans les entretiens que j'ai pu mener, j'ai posé cette question, justement, pour les patients qui étaient accompagnés, est-ce que c'était plus un soutien, le fait d'être accompagné? Et aussi, est-ce que du coup, au cours de la consultation, les proches avaient posé une question auquel eux ne souhaitaient pas de réponse? Dans la majeure partie des cas, quand même, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà parlé de ça avec leurs proches et qu'ils s'étaient mis d'accord avant d'arriver en consultation pour savoir les éléments à aborder. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait et je ne pourrais pas vous apporter de réponse plus claire tant ça dépend en fait de chaque situation. Si je peux compléter en une phrase, merci beaucoup Aude. Toutes les données, peut-être beaucoup à écouter, mais je pense que les messages principaux y sont. Ce que je voulais peut-être dire, Pascal, en réponse à ta question, c'est qu'à mon avis, l'idée, c'est que l'oncologue se recentre toujours sur le patient qui est là, et s'il est accompagné de proches pendant la consultation, qu'il repasse par le patient pour lui demander, mais voilà, votre conjoint ou votre enfant me pose ces questions, est-ce que vous en avez parlé avant, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y réponde, est-ce que c'est aussi votre question, etc. Peut-être que c'est une manière, en tout cas, d'éviter de se retrouver dans des situations où quelqu'un reçoit des infos qu'il n'aurait pas voulu entendre à ce moment-là, en tout cas.
Merci. Merci Sylvie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Il y a quelqu'un qui pose la question de la consultation infirmière. Oui. Je vois ça, c'est vrai que c'est très importante. C'est vrai que ça apparaît souvent le fait de pouvoir reprendre après les informations qui ont été données au cours de la consultation avec un autre professionnel de santé pour voir un peu aussi ce qui a été compris et pour pouvoir revenir sur ce qui a été abordé. Ce serait, dans l'idéal, ce serait quelque chose que oui, on pourrait souhaiter en fait qu'il puisse être mis en place de manière systématique. Je sais qu'ils sont en train de l'étudier dans le cadre du cancer du sein, cette mise en place-là d'une infirmière après les consultations de certaines annonces. Mais peut-être, j'espère qu'un jour, ce sera mis en place pour toutes les consultations. Pascal? Oui, en fait, la consultation d'annonce, elle est obligatoire normalement, hein. C'est le plan cancer, ça fait partie du dispositif d'annonce. Et la consultation infirmière qui doit accompagner la consultation médicale doit faire partie de l'annonce. Donc, si elle n'est pas encore mise en place, ou si elle est mise en place, parfois elle est moins... Au diagnostic de la tumeur primitive, hein, c'est obligatoire. Oui, mais enfin c'est vrai aussi pour toute prise en charge pour l'apparition de métastases. Je pense que ce qui pourrait tout à fait être... Non mais si, tu peux pas dire ça, Sophie. Non, mais c'est pas dans le plan cancer pour le diagnostic de métastases, c'est à ça que je réagissais. Oui, mais tu peux avoir des patients qui arrivent métastatiques d'emblée. Enfin, le plan cancer avait prévu et a prévu normalement que le dispositif d'annonce comporte un entretien infirmier. Même, je pense que pour tumeurs primitives, on avait un dispositif d'annonce qui était relativement complet il y a encore quelques temps et qui malheureusement est en train un petit peu d'être mis en difficulté compte tenu de tout ce qui se passe actuellement sur la difficulté qu'on a dans les hôpitaux à avoir l'ensemble des soignants. Et c'est très dommage, je pense, parce que c'est effectivement très important que les patients puissent reformuler, reposer les questions, et ça permet souvent de dépister si les patients ont compris ou pas ce qu'on leur a dit. Donc là, il y a Denis qui me confirme qu'il y a bien une consultation d'annonce. Je lui passe le micro. Oui, donc en effet, en ophtalmologie, lors de la consultation d'annonce, de la première visite à l'Institut Curie et de l'annonce du diagnostic ophtalmologique, il y a évidemment la consultation ophtalmo, puis la consultation d'annonce avec l'infirmière qui permet deux choses, en effet, de réexpliquer parfois un peu autrement le contexte. Et surtout, il y a une phase un peu de réflexion aussi, où le patient a l'occasion un petit peu de réfléchir quelques minutes à la sortie de la consultation avec le médecin pour voir l'infirmière. Et c'est aussi l'occasion, et c'était une autre question, de réexpliquer parfois des démarches plus logistiques. On va avoir une chirurgie, pose des clips ou d'énucléation. On n'a pas nécessairement abordé des détails très techniques, organisationnels avec le médecin, mais c'est important aussi d'avoir ces informations-là et de les baliser. Et c'est sûr que ça fait par ça un grand rôle, et on a d'ailleurs un peu redessiné le parcours en recadrant cette consultation avec des schémas où on a redéfini avec les infirmières, le mélanome uvéal dont on parle aujourd'hui ici, mais il y a d'autres tumeurs ophtalmo pour bien respécifier et bien rendre les informations spécifiques à chaque pathologie de tumeur en ophtalmo. C'est en effet très important. Merci Denis. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à Madame Delis et lui passer la parole pour l'association Ampaco.